politique, Monsieur le vice-recteur, en charge du dicaster Transition écologique et Campus, Madame la présidente de la Société vaudoise d'utilité publique, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, mesdames, messieurs, nos invités. Voici donc devant vous le programme des festivités de cette soirée. Au nom du décanat, j'ai donc le grand plaisir de vous souhaiter à toutes et tous une chaleureuse bienvenue pour cette cérémonie d'ouverture des cours. Je salue tout particulièrement les lauréats et les lauréates des prix de faculté qui sont parmi nous ce soir, ainsi que leurs parents et amis. Vous nous faites un grand plaisir de venir recevoir vos prix en personne. Comme chaque année, cette cérémonie offre la possibilité de faire le point sur les points forts de l'année écoulée, de poser quelques jalons pour l'année académique qui s'ouvre, évidemment de procéder à la remise des prix, et puis de donner la parole à la personne que nous avons choisie cette année pour illustrer la qualité et la richesse des recherches menées au sein de notre faculté. L'année dernière, j'avais placé cette cérémonie plutôt sous l'égide de l'espoir d'une sérénité retrouvée et dans une perspective de sobriété généralisée. En effet, on peut dire avec l'équipe des Canals que notre première année nous avait permis de constater les difficultés réelles éprouvées par plusieurs d'entre nous à retrouver nos marques après l'enchaînement des événements des années précédentes, pandémie bien sûr, confinement associé bien sûr, découverte de toutes sortes d'outils technologiques insoupçonnés, mais aussi événements géopolitiques inattendus, troublants, enchaînement de phénomènes climatiques aussi insolites qu'inquiétants, sans parler de ce qui nous attendait du côté des hausses du coût de la vie. Dans un contexte d'hybridité, qui devient maintenant notre new normal, la faculté a dû faire face à plusieurs défis qui ont été documentés dans d'autres espaces sociaux. Sans pouvoir mettre des chiffres dessus, je pense que nous avons effectivement assisté à quelques quiet quitting, comme on dit si gentiment, les départs ou les désengagements discrets, à quelques crises de sens à l'égard des études ou à l'égard du travail, et à une montée des anxiétés diverses, liées probablement à une imprévisibilité croissante des parcours de vie, mais aussi, évidemment, liées à l'absence d'action efficace à la hauteur des menaces de changement climatique. Face à ces constats assez inquiétants, assez déprimants, même le décanat a focalisé ses énergies cette année sur des chantiers qui nous semblaient le plus à même d'instaurer un mieux-être collectif, à resserrer des liens sociaux qui ont été, on a eu le sentiment en tout cas, éprouvés au cours des dernières années. Alors, toujours ce schéma, vous savez, c'est notre feuille de route, le plan de développement 2020-2027 de la faculté. Et parmi les axes stratégiques de ce plan de développement, nous avons collectivement identifié quelques projets prioritaires qui nous ont semblé susceptibles de remettre un peu de lion et un peu d'ambiance joyeuse dans la vie facultaire. Dans un contexte caractérisé par, comme je le disais, l'incertitude croissante des trajectoires, y compris dans notre monde académique, nous avons cherché à promouvoir un meilleur accompagnement dans le développement des carrières, également dans le respect des objectifs égalité, diversité, inclusion qui sont au cœur du plan stratégique de la direction. Outre l'intégration systématique des principes EDI, comme on dit, dans toutes les activités de la faculté, nous avons aussi renforcé les dispositifs d'accompagnement, notamment des membres de la relève, des doctorants et des postdocs, et initié une nouvelle politique de promotion dont les premiers résultats vont se faire sentir prochainement. Suspense. Sur le plan organisationnel, nous avons cherché à consolider la nouvelle architecture de gouvernance de la faculté en renforçant, là où c'est possible, les services offerts à nos membres, avec l'objectif tout simple de faciliter la réalisation de leurs tâches au quotidien. Nous avons pris acte, nous n'y sommes pas tout à fait encore, mais nous avons pris acte de la nécessité de simplifier l'enchevêtrement de nos
directives et règlements afin de les rendre plus simples, plus cohérents, plus pratiques à utiliser tout simplement. Sur le plan pédagogique, nous avons œuvré en faveur du maintien de la qualité de l'enseignement, ça va sans dire, notamment en privilégiant la relation pédagogique en direct, en présentiel, en affirmant haut et fort notre engagement en faveur de l'enseignement en face à face, sans pour autant passer à côté de toutes les innovations technologiques qui ont été rendues possibles pendant les confinements et qui méritent effectivement notre attention et probablement à être expérimentées à plus large échelle. Nous sommes actuellement en train de préparer une nouvelle réforme des méthodes qui va concerner surtout la filière de l'Institut de psychologie. En ayant pu effectuer un bilan de la réforme effectuée 12 ans en arrière en sciences sociales et sciences politiques, bilan globalement positif, on peut le dire, parce qu'il nous semble effectivement que la maîtrise des enjeux de l'éthique de la recherche, des méthodes éprouvées et diversifiées qui font un peu l'âme de notre faculté, ainsi que les outils de valorisation des résultats de la recherche constituent des compétences transversales et transférables importantes dans l'ensemble de nos filières de formation et constituent autant d'atouts sur le marché du travail. Nous avons toujours été soucieux et soucieuses de valoriser l'enseignement comme une dimension des carrières académiques et nous allons proposer prochainement une refonte des cahiers des charges, répondant ainsi à une demande assez insistante de la part de certaines collègues et certaines filières, de manière à reconnaître plus justement l'importance du temps consacré à l'encadrement des mémoires dans les filières de master les plus attractives. Enfin, en collaboration avec le Centre de soutien à l'enseignement, nous sommes en train de finaliser un parcours de formation pédagogique qui permettra dorénavant à tout membre du corps enseignant, y compris à la relève d'ailleurs, d'obtenir une certification des compétences pédagogiques sous forme de module à valider, comme cela existe dans plusieurs pays étrangers. Nous avons le sentiment donc de ne pas trop chômer au sein du décanat, mais dans la suite de mon propos, je vais surtout insister sur les réalisations réjouissantes des collègues qui se sont investis du côté des programmes et des projets de recherche. Pourquoi j'insiste sur la recherche? Tout simplement parce qu'il me semble que nous sommes dans un contexte institutionnel qui est particulièrement propice à la reconnaissance des apports réels et encore potentiels des sciences sociales et des sciences humaines à la compréhension et à la résolution des grands enjeux sociétaux. Si on regarde ici les grands enjeux sociaux qui figurent dans le plan de développement et maintenant le plan stratégique de la direction, on voit bien qu'il y a là des thématiques vis-à-vis desquelles notre faculté peut nécessairement apporter des éléments de compréhension et des éléments, pas de solution, mais d'éclairage. Notre faculté est effectivement un incubateur de sciences, de connaissances scientifiques qui sont susceptibles d'alimenter le débat public et, je l'espère, d'orienter les choix stratégiques d'avenir. Alors, sans prétendre nullement à l'exhaustivité, avec une subjectivité que j'assume parfaitement, je voudrais illustrer la manière dont nos chercheurs et chercheuses élaborent des programmes de recherche et investissent des programmes qui sont susceptibles d'éclairer les grands enjeux sociaux. Tout d'abord, et cela va probablement sans dire, on a un certain nombre de collègues qui se sont lancés dès le mois de mars 2020 d'ailleurs, dans une analyse approfondie des effets socio-politiques de la pandémie et de ses effets à court et moyen terme. En collaboration avec Force, une équipe de l'ISS a pu décrocher un financement dans le cadre du très concurrentiel programme national de recherche Covid et Société, portant donc sur les enjeux pour les jeunes à long et à moyen terme de cette pandémie, alors qu'une équipe de l'IEP a rejoint un consortium européen pour essayer de comprendre les éléments de politisation de la pandémie, notamment au sein des mouvements populistes. Plus récemment encore, on a
un nouveau projet Synergia qui est aussi en prise avec des évolutions sociétales de fond, évolutions peut-être plus joyeuses que la pandémie Covid-19. Une équipe pluridisciplinaire pilotée par Joël Darwich et Laura Bernardi, composée donc de psychologues, de démographes, de sociologues et de juristes, ont obtenu le soutien du Fonds national pour un projet Synergia portant sur l'impact des arrangements de garde post-divorce ou post-séparation sur le bien-être des enfants. Il y a là effectivement un enjeu sociopolitique majeur dans un pays où on sait que la prise en charge de la petite enfance figure assez fortement sur l'agenda politique. Ce projet vient donc compléter d'autres programmes et projets interdisciplinaires qui ont également été soutenus par le Fonds national, également dans le cadre du programme Synergia, et qui traitent également des grands enjeux sociétaux. Alors, je peux pas citer tout le monde, je l'ai déjà dit, mais je voudrais saluer donc le projet Synergia portant sur les élites suisses, qui arrive à son terme, piloté par André Mack et Stéphanie Ginanski, et dont les premiers résultats sont tout à fait passionnants sur la manière dont les élites s'internationalisent et s'implantent également localement, notamment en Suisse. Et cet intérêt porté aux élites et à leur mobilité transnationale va se prolonger d'une certaine manière par un nouveau projet qui va démarrer sous la coordination cette fois-ci de Sébastien Chauvin, qui adopte une méthodologie ethnographique pour analyser la formation et la transformation des classes dominantes internationales. On se réjouit. Et enfin, comment ne pas mentionner un autre projet Synergia qui touche à sa fin, sur la responsabilité scientifique de Daniel Ayop et qui porte sur donc les centenaires, une des premières études menées en Suisse et qui va évidemment informer la planification de nos sociétés vieillissantes et élaborer quelques éléments d'orientation politique pour une prise en charge respectueuse des aînés que l'on peut espérer devenir dans pas longtemps. Alors, en dépit de l'exclusion suisse comme partenaire principal des programmes européens, nous avons néanmoins l'honneur d'héberger de nouveaux programmes de recherche ambitieux financés dans le cadre du programme Horizon Europe. Je cite donc le projet Undeterred qui a démarré cette année sous le pilotage, pour ce qui concerne l'équipe lausannoise de Gaël Gostalec, qui comprend plusieurs chercheurs de la faculté, mais également de la faculté de lettres, de la faculté de droit et des sciences criminelles et de Force à nouveau. Un projet donc qui porte sur la lutte contre les discriminations essentiellement raciales subies par les jeunesses européennes et qui a comme particularité de proposer une analyse transdomaine puisque ces discriminations sont identifiées dans le domaine de la santé, du logement, de l'éducation et de l'emploi. Deuxième projet Horizon Europe dans lequel il y a donc un partenariat lausannois. Cette fois-ci, l'équipe lausannoise est pilotée par Sébastien Chauvin. Un projet qui s'intitule Resist et qui porte sur le développement des discours et des mouvements et des politiques dites anti-genre en Europe et qui est là mené en partenariat notamment avec l'University College de Dublin en Irlande. Bravo à ces collègues qui ont eu le courage de s'investir dans les démarches longues et fastidieuses de dépôt de programmes, de projets de recherche européens. Et on se réjouit d'avoir l'occasion d'entendre les résultats de ces programmes au fur et à mesure de leur production. Je voudrais aussi saluer les collègues qui, cette année encore, ont été nombreux et nombreuses à se lancer dans l'organisation de grandes manifestations scientifiques. Ici, je n'ai pris que les deux dernières de l'année, l'une qui s'est déroulée en juillet et l'autre en septembre, la semaine dernière, pour tout dire. Nous avons donc souvent, très souvent, le plaisir d'accueillir sur notre campus des spécialistes venus de très loin ou de tout près, parfois simplement des autres universités suisses, voire même les universités de l'arc roman. Et le fait d'accueillir ces manifestations
de les organiser en interne et d'accueillir leurs participants constitue pour nous une véritable richesse. On ne compte pas, je pense, le nombre de nouveaux projets, de nouvelles collaborations qui ont été élaborées sur un petit coin de table, voire autour d'un petit verre, au moment de ces manifestations scientifiques. Donc, on a tout mis en œuvre pour aider à l'organisation de ces manifestations et j'espère qu'elles seront nombreuses au sein de notre faculté dans les années à venir. Alors, les programmes de recherche, c'est bien, bien sûr, mais je voudrais aussi insister sur l'importance en SSP d'un ancrage de nos activités d'enseignement et de recherche dans, comme on dit pudiquement, dans la cité. Je le disais, notre faculté se caractérise par une capacité, je pense, assez inédite à informer les débats publics, à orienter les choix de société. Et on a quelques exemples très parlants de manifestations ou de partenariats qui sont organisés justement de manière à informer le débat et à orienter les choix. Je pense notamment à nos collègues politistes qui s'emparent, comme il se doit, des prochaines élections fédérales et qui s'intéressent évidemment aux enjeux qui les entourent. Effectivement, dans une faculté de sciences sociales et politiques, il est absolument indispensable d'avoir des collègues qui organisent de telles manifestations et qui font venir des meilleurs spécialistes de ces questions. Sur un autre plan, de manière plus interinstitutionnelle, je voudrais d'abord féliciter notre collègue Olivier Glacé qui a été reconduit à la direction du Musée de la Main. Et puis, vous indiquer à toutes et à tous qu'il reste que quelques jours, si vous voulez profiter de la prolongation de l'exposition en cours sur l'intelligence artificielle, thématique bien choisie si en était, et pour vous préparer tout prochainement à assister donc à la nouvelle exposition intitulée de manière très alléchante et illustrée ici de manière tout autant « Bébé en tête ». Un partenariat donc avec ce musée qui se prolonge et qui a été pour notre faculté une vraie source de richesse. Toujours sur les partenariats et toujours sur l'ancrage de nos activités dans la cité, je voudrais saluer tout d'abord une collaboration très fructueuse avec la ville de Lausanne dans le cadre d'un projet Interact autour de la question des villes inclusives et notamment autour d'un projet plus spécifique autour des usages sexués des préaux d'école. Et mentionner pour la première fois, mais rassurez-vous, pas du tout pour la dernière, parce que c'est une fierté de notre faculté, qui a participé à l'élaboration et la concrétisation d'un projet qui est porté maintenant par la direction. Confluence, vous allez donc beaucoup en entendre parler. C'est une plateforme qui va accueillir des demandes portées par des acteurs collectifs, acteurs œuvrant dans l'intérêt général, des associations, des collectifs citoyens, des institutions publiques, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, les fondations, les coopératives, dont le but d'impulser et d'accompagner les mémoires de master dans l'ensemble des disciplines enseignées à l'UNIL. Le projet Confluence fait l'objet d'une phase pilote et évidemment, cette phase pilote se déroule au sein de notre faculté. Ce projet prendra place donc dès l'automne au sein d'une future maison du savoir vivant, une nouvelle structure impulsée par la direction qui sera d'ailleurs coordonnée par une collaboratrice doctorante de notre faculté, Cléolia Sabot, je félicite pour cette nomination, et qui permettra donc de faire l'interface entre les interrogations portées par la société dite civile ou la demande sociale et les membres de notre communauté universitaire dans le respect évidemment des exigences de la recherche académique.
Je voudrais continuer sur cette question de l'inscription sociale de nos activités de recherche en évoquant plus particulièrement les structures de collaboration pluridisciplinaire que la direction a identifiées comme particulièrement stratégiques et qui sont, pour 2 d'entre elles, hébergées dans notre faculté. Alors, de nombreux travaux sociologiques et autres ont montré que la collaboration pluridisciplinaire constitue une condition pour l'éclairage des enjeux sociaux par la recherche. Mais la pluridisciplinarité ne signifie nullement que l'on doit abandonner une formation disciplinaire de base. Bien au contraire, il est démontré que ne peuvent collaborer de manière pluri- ou interdisciplinaire que des chercheurs et des chercheuses qui excellent d'abord dans leur domaine de spécialisation et de prédilection. Et c'est ce que montrent donc nos 2 centres interdisciplinaires de recherche, c'est que c'est l'excellence disciplinaire qui alimente la collaboration pluridisciplinaire. Cela est clairement le cas dans le centre Lives, centre de recherche stratégique donc sur les parcours de vie et les vulnérabilités, qui regroupe des membres des 7 facultés de l'UNIL avec évidemment un fort ancrage en SSP. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe qui a piloté Lives sous sa forme de NCCR et saluer le courage de Daniel Hoesch qui a accepté donc de prendre le relais et de diriger donc le centre Lives dans sa phase transitionnelle post-NCCR et qui réussit avec son équipe à impulser une très belle dynamique de consolidation des acquis et de lancement de nouvelles collaborations intra- et interinstitutionnelles. Je ne peux évidemment pas citer tous les projets qui sont hébergés par le Centre Lives, mais je me permets de signaler seulement la tenue de sa conférence annuelle qui aura lieu donc judicieusement pendant la semaine intercalaire, avec la thématique singulièrement appropriée pour ce que je dis aujourd'hui, le Life Course in Turbulent Times. Autre structure pluridisciplinaire également très dynamique et très en phase avec des enjeux socio-économiques, le CIR Sport, adossé principalement aux membres de notre institut bifacultaire ISUL, mais à nouveau avec des participations de l'ensemble des facultés de l'université et qui vient d'effectuer cette année une procédure d'auto-évaluation qui déterminera si oui ou non il sera renouvelé pour un nouveau cycle de 4 ans. Je remercie son directeur, Marcus Lang, qui a piloté donc ce processus d'auto-évaluation. J'espérais pouvoir vous annoncer le renouvellement du CIR Sport aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas parce que la décision sera prise la semaine prochaine. Je suis assez optimiste. Pour illustrer donc les activités de ce CIR Sport, j'indique simplement ici quelques-uns des nouveaux projets qui s'y inscrivent, toujours dans une perspective très pluridisciplinaire et toujours dans une perspective en phase avec les enjeux sociaux. Je salue donc le démarrage tout prochain d'un nouveau projet FNS intitulé Sports for the Planet, the Sustainability of Major Sports Events, et qui pose évidemment la question de la durabilité dans le domaine des grands événements sportifs. Et on sait que les Jeux olympiques de Paris se targuent d'être les premiers Jeux respectueux de l'environnement. À mon avis, les collègues auront de quoi enquêter judicieusement sur ce terrain, le moment venu. Je voudrais aussi saluer donc la création d'un réseau DAISY, qui porte sur la formation doctorale à la question de l'intégrité en sport, pilotée donc par Fabien Hall. Bravo aux collègues qui se lancent donc dans ces grands projets, y compris en partenariat international. Et puis je voudrais également mentionner notre partenariat avec la Fondation de la formation continue. Dans la foulée de ces collaborations interinstitutionnelles et interdisciplinaires,
Nous avons cet automne le plaisir de voir la création de 2 nouveaux certificats en Advanced Studies, issus des collaborations liées donc soit du côté du NCCR Lives, soit de la plateforme en étudiant Plage. Vous voyez donc des formations professionnelles proposant donc une réflexion sur la gouvernance participative et sur la promotion de l'égalité dans les pratiques professionnelles. Aux dernières nouvelles, ces 2 nouvelles formations ont attiré suffisamment d'inscriptions pour démarrer à l'automne, ce qui est très heureux. Enfin, je voudrais mentionner notre engagement facultaire en partenariat avec Force en faveur de la science ouverte, qui dit emprise et engagement sociétal, dit aussi ouverture de la science. Et nous avons donc un certain nombre d'initiatives qui sont portées sur la question de l'archivage, du stockage et de la mise à disponibilité des données de recherche. Cela constitue un enjeu majeur pour l'avenir de nos disciplines. Avenir de nos disciplines, justement, il en est question. Je voudrais maintenant évoquer très rapidement quelques perspectives pour l'année 2023-24. Je sais pertinemment que tout ce qui va nous arriver cette année ne sera absolument pas prévisible, et donc je n'évoque que ce que je sais, mais il y aura beaucoup de choses qui vont nous surprendre. D'abord, je voudrais saluer et présenter les nouvelles collègues qui ont bénéficié cette année d'une titularisation, d'une stabilisation ou d'une nomination. Félicitations et une très chaleureuse bienvenue donc à ces 4 collègues qui sont, me semble-t-il, dans la salle. Bienvenue et bravo à vous. Du côté de nos doctorants et doctorantes, je voulais saluer aussi les 5 membres de la faculté qui ont obtenu cette année une bourse Mobidoc et vous indiquer la diversité de leur choix d'institutions d'accueil. Je ne vois pas beaucoup de sud d'ailleurs, mais vous voyez bien qu'on couvre bien le nord de la planète avec donc des boursiers et boursières qui fréquentent l'université d'Oxford, l'université de Harvard, UCLA, l'université libre de Bruxelles et l'université de Tsukuba au Japon. On est ravis de ces réussites dans ce concours. Et on est ravis aussi des relations et des collaborations qui vont en découler quand ils et elles seront de retour chez nous. Je voudrais aussi rappeler que nous avons instauré depuis maintenant plus d'une année les mobilités qui sont à la fois réelles et virtuelles dans le cadre de notre alliance Civis, donc alliance de plusieurs universités européennes qui visent dans un premier temps au développement d'enseignements partagés, dans un deuxième temps éventuellement de projets de recherche menés conjointement et sur lesquels, sous la houlette de notre vice-doyen en charge de la qualité et de la durabilité, Francesco Panese, nous sommes particulièrement positionnés sur le hub santé en partenariat avec la faculté de biologie et médecine, où il y a donc des initiatives tout à fait intéressantes qui vont émerger. Et nous avons décidé de faciliter la participation de nos étudiants et nos étudiantes au module de formation Civis en inscrivant d'emblée dans les plans d'études la possibilité de valider ces enseignements dans le cadre de leur cursus d'études. Enfin, une mobilité autre, des mobilités de fin de carrière, moins réjouissantes peut-être. Vous voyez ici les photos des collègues qui vont quitter notre faculté au cours de l'année qui vient. Vous voyez là que ce sont des collègues qui ont profondément marqué l'histoire de la faculté, qui ont même, je dirais, modelé sa culture. C'est une banalité de le dire, mais ils et elles vont laisser un grand vide. Nous leur souhaitons évidemment
tout le meilleur du monde pour cette nouvelle page de vie qui s'offre à eux. Je les remercie déjà très sincèrement, mais je pense que j'aurai d'autres occasions de le faire pour leur contribution respective à notre vie facultaire. Nous aurons, je pense, je l'espère vivement, l'occasion de fêter à de très nombreuses reprises leur départ, mais nous espérons évidemment garder un lien étroit avec chacune d'entre elles pour les années à venir. Alors, toujours dans les agendas, mais un petit post-scriptum à ce que je viens de dire, parce qu'on a un départ à la retraite qui n'a pas pu être marqué comme il se doit. Et heureusement, on a un petit rattrapage. Donc, notre collègue, ancien doyen de faculté, le professeur René Cluzel, s'est éclipsé avec une discrétion qui lui est propre, enfin peut-être un tout petit peu excessive par rapport à ce qu'il aurait souhaité en temps normal, puisqu'il est parti à la retraite en pleine pandémie. Nous n'avons donc pas pu fêter ce départ et l'Institut des sciences sociales a eu l'heureuse idée de rattraper ce départ trop discret avec un symposium en son honneur qui se déroulera donc le mois prochain. Ce n'est que le premier de beaucoup qui vont se succéder, vous avez compris. Je voudrais aussi donc vous dire d'autres dates qui marquent un peu, qui scindent notre calendrier académique et vous dire le plaisir immense que j'aurai à vous voir nombreux et nombreuses à la cérémonie de remise des grades de notre faculté. Vous avez ici les dates affichées. Vous avez le 23 novembre la remise des grades de bachelor, le 24 novembre la remise des grades de master et de doctorat, et vous avez sur chacune de ces deux soirées 1000 personnes qui viennent découvrir notre faculté, célébrer nos gradués et réfléchir avec nous de leur devenir. C'est très dommage de rater une si belle fête. Je vous invite donc à noter d'ores et déjà dans vos agendas que vous êtes engagés pour les soirées du 23 et 24 novembre. Dans un esprit un tout petit peu moins festif, mais néanmoins très riche, je voudrais aussi vous indiquer que la date a d'ores et déjà été définie pour la journée de la recherche de la faculté, qui offre, comme vous le savez, je pense, des occasions d'échanges très riches. La thématique est encore en discussion, mais je vous invite à noter donc, en tout cas normalement pour l'après-midi du jeudi 7 mars, la veille du 8, votre participation à ces échanges toujours très riches et fructueux. J'arrive au terme de mes propos introductifs, mais évidemment, je ne peux pas terminer cette partie de la soirée sans formuler quelques remerciements qui ne sont pas du tout de circonstance, mais qui sont tout à fait sincères. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements très sincères à mes camarades du décanat, toujours la Dream Team, qui ne change pas et qui déploie une énergie et un enthousiasme incroyables dans la réalisation de leurs missions respectives. Des fois, ça donne le tournis, qui font avancer les dossiers prioritaires que j'ai mentionnés en début de propos et qui contribuent, me semble-t-il, à faire de notre faculté un endroit où il fait bon étudier et travailler. Je voudrais également souligner la collaboration efficace et extrêmement agréable avec les directions de nos 4 instituts, que les collègues qui ont accepté d'endosser ces rôles soient ici remerciés pour leur engagement et leur disponibilité et pour tout le travail qu'ils effectuent en faveur du mieux-être de leurs membres. Et puis, last but definitely not least, je tiens à saluer
nos collègues de l'administration du décanat et des instituts, le back-office, comme on dit, qui, sous la houlette de notre administratrice de faculté, Roselyne Costa, œuvre au quotidien avec diligence, professionnalisme et parfois inventivité incroyable pour que la faculté tourne. La faculté tourne plutôt pas mal, donc du fond du cœur, merci à eux et à elles. C'est un plaisir, un vrai plaisir de travailler avec vous. Voilà, mesdames, messieurs, une belle dynamique scientifique qui s'annonce pour une année académique placée sous l'égide du savoir vivant, du savoir agissant même, pourrait-on dire, et de l'engagement donc de nos chercheurs dans la vie de la cité. Avant de passer à la phase remise des prix, au nom du décanat, je vous souhaite donc à toutes et à tous une très belle, une très heureuse année académique 2023-2024. Et maintenant, la partie de la soirée que je préfère. L'occasion de remettre donc les prix qui ont été décernés par la faculté cette année. J'ai le plaisir d'inviter notre vice-doyenne égalité relève, Eva Green, à me rejoindre ici sur l'estrade. Et pour faciliter la remise des prix, donc il y a 29 prix qui ont été décernés par la faculté et nous avons 17 lauréats et lauréates qui sont présentes ici parmi nous. Je les invite donc à se regrouper ici sur ma droite, en bas de l'estrade, de manière à ce qu'on évite à chaque fois les bruits horribles de ces chaises, à chaque fois que quelqu'un se déplace. Cette année, donc, le temps qu'ils se regroupent, je vous donne la liste. Nous allons donc attribuer un prix à une étudiante de bachelor pour son mérite sportif, 2 prix pour l'excellence dans les parcours de master, 11 prix pour l'excellence des mémoires de master, y compris notre prix égalité et le prix de la Société vaudoise d'utilité publique, 10 prix pour l'excellence des thèses, et nous allons rappeler, sans la décerner parce que le prix, elle a déjà reçu, que l'une de nos doctorantes a été primée cette année lors du Dies Academicus avec le prix de la Société académique vaudoise pour l'excellence de sa thèse. Alors, il y a un code visuel cette année qui est à peu près au point, à peu près. Si vous voyez les photos des lauréats et des lauréates sur les slides, c'est qu'ils ne sont pas là. Si vous ne voyez pas leurs photos, c'est que vous les avez en chair et en os devant vous. Peut-être un ou deux petits ajustements de dernière minute, mais ça, je vais essayer de le gérer. Alors, comme nous avons pris l'habitude, cette cérémonie sera donc ponctuée par quelques petites capsules vidéo tournées avec nos lauréats et lauréates, y compris ceux et celles qui ne sont pas nécessairement là aujourd'hui, en amont de cette cérémonie. Je voudrais donc remercier chaleureusement notre service communication, sous la responsabilité de Oana Barsin et avec notre community manager, Karine Matisse, ici présente, pour la conception et la préparation de ces capsules qui ponctuent de manière toujours très agréable cette cérémonie de remise des prix, qui démarre donc, normalement, avec les capsules. Et honnêtement, quand j'ai reçu l'enveloppe, je pensais que j'avais oublié de payer un semestre et que j'allais recevoir 500 de facture avec les frais de rappel. C'est gratifiant de recevoir ce prix, de voir son travail reconnu. Ça met un peu aussi un point final plutôt sympa. C'est une manière un peu de remarquer le travail qu'on a fait pendant nos études. Et c'est encourageant aussi pour la suite, pour continuer à produire du travail de qualité. Je veux dire, la bibliothèque, quand il n'y a pas de travaux,
En bas à Sinathlon, on a des toutes petites cases dans lesquelles on peut réviser, qui sont climatisées. Je les affectionne tout particulièrement. Je pense que c'est peut-être pour beaucoup le cas, mais c'est vrai que le bord du lac... Le CSS. Le bord du lac vers le centre sportif. C'était que du positif de venir ici, de faire les pratiques dehors, où il y a tous les sports possibles à faire. Et avec la vue sur les Alpes, c'est quelque chose de particulier ici à Lausanne. Ouais. Dans 10 jours, j'ouvre ma propre entreprise. Je rejoins un certain nombre de camarades qui sont également physiothérapeutes ou préparateurs physiques. J'ai commencé un doctorat à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. J'étudie la réponse du muscle à l'exercice chez des sportifs, mais aussi chez des patients sains. Je travaille sur un projet FNS sur les référentes sociales en logement intermédiaire. Donc c'est des personnes qui accompagnent des personnes âgées dans des logements spécifiquement adaptés. Je suis en transition pour un nouveau poste en psychothérapie globalement. Et puis dans l'attente de pouvoir être aussi inscrite à la formation post-grad en psychothérapie. Je travaille comme psychologue depuis déjà 1 année dans un centre qui est spécialisé pour les enfants et les ados qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Si tout va bien, je commence mon master en septembre en gestion du sport et des loisirs. Et après, niveau carrière, j'aimerais bien partir à l'étranger si c'est possible. Voilà, bravo. Nous allons donc malheureusement ne pas remettre en personne, mais remettre un prix pour une étudiante qui a particulièrement mérité dans sa carrière sportive. Elle devait normalement être là, et puis une camarade a été blessée, et elle a dû la remplacer en équipe nationale, s'il vous plaît. Donc, Laura Felbert, qui est donc primée pour son talent individuel, dotée d'un grand esprit collectif dans le cadre de sa carrière sportive de footballeuse et la poursuite de ses études en parallèle à l'Institut des sciences du sport de l'UNI. Merci et bravo. Sont primés pour l'excellence de leur parcours de master. On reste en sciences du sport et j'accueille donc Clément Lanfranchi. Bravo. Bravo. Étienne Roux. Nous passons à la filière des sciences sociales, donc toujours pour l'excellence du parcours en master, Damien Mioranza. Vous avez compris, il y a la photo, il n'est pas là. Voilà. Dans la filière psychologie, pour l'excellence de leur parcours de master, d'abord 2 étudiantes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, Sarah Christine et Julie Détra. Et dans la filière sciences politiques, toujours pour l'excellence de son parcours de master, toujours pas là, Monsieur Lucas Kuntz. Ensuite, nous passons donc à la catégorie des prix pour l'excellence de leur mémoire. Et on a à nouveau quelques petites capsules. Le titre de mémoire, c'était la socialisation au métier d'étudiant dans des conditions inédites, le cas de la pandémie de Covid-19 chez les étudiants de propédeutique en SSP à l'Université de Lausanne. Worth at First Sight, the emergence of a dispositional bias, exploring the effect of a subsequent interaction on the perceived worth of a relevant other. Expertise sportive, inhibition motrice, scope and review. Game changers, examining UEFA women's football and its field of play. Comportement agressif des résidents-résidentes en EMS et implication pour la santé des soignants, un enjeu en Suisse romande, point d'interrogation. Éco-anxiété et accompagnement psychologique.
Mon mémoire questionne la force et les conséquences d'une première impression formée et met en avant les facteurs situationnels et motivationnels qui façonnent le jugement social et le processus de formation d'impression. D'investiguer si les blessures médulaires, tout ce qui a trait aux paraplégies, aux tétraplégies, pouvaient susciter des réflexions autour des anticipations médicales. De comprendre la manière dont certaines capacités cognitives, générales mais aussi spécifiques au domaine des nombres, influencent l'apprentissage de l'arithmétique chez les enfants qui ont entre 3 et 5 ans. Le but était de voir comment se passait l'arrivée à l'université dans des conditions justement de pandémie qui étaient complètement inédites pour les milieux académiques. Je m'intéressais à comprendre le management du foot féminin au sein de l'UEFA, de voir quels étaient les mécanismes de la prise de décision et où se trouvait ce pouvoir, sur quel niveau. Il y a un ensemble de connaissances scientifiques sur le développement durant la grossesse, durant les premières années de vie. Le but, c'était de voir à quel point est-ce que ces connaissances sont intégrées dans les référentiels théoriques, les pratiques des professionnels de la santé et du social dans le champ de la périnatalité vaudois. Mon travail de master est donc une revue littéraire narrative qui a pour but de proposer en synthèse des études scientifiques réalisées sur la relation entre expertise sportive et inhibition motrice. D'explorer le vécu et les pratiques du personnel soignant lorsqu'il est confronté à des comportements émis par les résidents en EMS qui sont perçus comme étant agressifs. Comprendre comment étaient pris en charge les personnes qui souffraient d'éco-anxiété, comprendre le point de vue des professionnels de la santé, comment est-ce qu'ils décidaient de l'accompagner, avec quelles interventions et quelles pratiques. La suite pour moi se trouve ici, dans ce bâtiment. Donc j'ai commencé une thèse en doctorat dans le laboratoire du cerveau et développement cognitif. Je me suis orientée plutôt dans le domaine de la réadaptation pour promouvoir l'activité physique en termes de santé. Je travaille en tant que psychologue dans une association spécialisée dans l'autisme où on fait les diagnostics et également des suivis. J'ai commencé un travail dans le sponsoring du football masculin qui me plaît vraiment beaucoup. Mais dans le futur, clairement, une de mes ambitions sera de faire cette transition vers le foot féminin et contribuer à son développement. Je suis actuellement à la Haute École Santé Vaud et puis à l'Observatoire latin de l'enfance et de la jeunesse et je travaille là-bas en tant que chercheuse. Je suis collaboratrice scientifique à la Haute École Arc de Neuchâtel. J'ai l'opportunité de travailler sur un projet de recherche en santé digitale qui est réalisé conjointement avec les hôpitaux universitaires de Genève. Je suis rentrée au Tessin où je travaille comme assistante psychologue dans 2 services cantonaux différents qui s'occupent d'enfants et d'adolescents. Je suis chargée de communication et des relations presse au Prix de Lausanne et j'essaie aussi de créer ma propre entreprise de développement web, de faire marcher un peu mon bachelor en informatique. L'avenir, il a été généreux. Il m'a offert une place en tant que psychologue assistante au CHUV. Et puis, je vais commencer ma formation post-grad pour devenir psychothérapeute à l'automne. Bravo à toutes et à tous. Alors, sont primés pour l'excellence de leur mémoire, d'abord en sciences du sport, Debra Baltrami, qu'on a vu tout à l'heure. Dire scoping review, de manière tout à fait juste. Flavia Serret, qui reçoit donc le prix Égalité Genre de la faculté pour son travail sur le foot féminin et qui est malheureusement à l'étranger en déplacement professionnel, qui le regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là ce soir. Bravo à elle. Ensuite, nous passons à la filière des sciences sociales et nous avons donc le plaisir d'accueillir la présidente de la Société vaudoise d'utilité publique, que j'invite donc à venir nous rejoindre sur scène. Malheureusement, la lauréate qui devait être là ce soir a téléphoné à 17h12 pour dire qu'elle avait un empêchement de dernière minute. Et donc, Olivier Edelman, qui reçoit donc ce prix
de la ZUP pour un mémoire intitulé « La socialisation au métier d'étudiant dans les conditions inédites ». Vous avez vu sa présentation. On demande donc à Madame la Présidente de remettre le prix à Eva Green, qui va l'accepter au nom de la faculté. Et nous transmettrons évidemment à Madame Edelman ce prix le moment venu. Donc, merci en tout cas à la ZUP. De cette belle collaboration. Ensuite, j'accueille Cindy Gerber, qui est primée donc pour un mémoire sur les 1000 jours, les 1000 premiers jours. Félicitations. Et de notre maîtrise universitaire en humanité numérique, Nadège Pio, qui a félicitations, qui a travaillé sur les pratiques vidéoludiques à l'école. Ensuite, nous passons donc à la filière psychologie. Ils sont primés donc pour l'excellence de leur mémoire. D'abord, Chiara Buono, qui a donc commencé un nouveau travail au Tessin. Roxane Cucco, qui est présente. Félicitations. Et Louis Derain, qui est présent. Félicitations. Ophélie Humer. Félicitations. Diane Lamont. Félicitations. Et Amélia Petit. Félicitations. Bravo à toutes et tous ces mémorants. Nous passons donc à l'étape ultime du parcours académique avec à nouveau quelques petites capsules. Le titre de ma thèse, il est assez long. Je pourrais pas mon titre de thèse par cœur. Analysis of spontaneous running patterns from the laboratory to the field. Recherche d'informations de santé en ligne, perspective des personnes souffrant de lombalgie chronique non spécifique et des professionnels de la santé. De l'idéal du rétablissement à l'expérience de l'aller mieux, contribution à une sociologie de la santé mentale et de ses transformations contemporaines. Il n'y a pas de place pour les petites princesses, sociologie de l'engagement militaire féminin dans l'armée suisse. Ça m'est loin à charger parce qu'elle est lourde. Configuring selves through design, critical study of self-tracking practices in health insurances. Modalité de régulation de la marginalité dans le canton de Vaud, entre politique sociale et politique sécuritaire. Politique des architectures numériques. How social media data can complement opinion survey for the study of public opinion, a social science perspective. Je me suis intéressée en fait à la manière dont les personnes qui vivent avec une maladie psychique sévère apprennent à vivre avec et à se remettre de cette maladie dans un contexte de transformation de la santé mentale et de la psychiatrie au travers de la notion de rétablissement. J'ai toujours aimé étudier l'opinion publique. La plupart des opinions maintenant se trouvent aussi en ligne, sont exprimées par vraiment beaucoup de gens de manière très spontanée, donc on avait aussi besoin de pouvoir couvrir ces opinions. L'idée avec ça, c'était de un peu regarder toutes les différentes façons de courir des personnes. Et vraiment, le challenge, c'est de construire des algorithmes pour que ce petit senseur dans le dos mesure la même chose que ce qu'on a dans le laboratoire, donc toutes nos caméras plus la plateforme de force. De plateforme numérique pour l'agriculture suisse que j'ai suivie pendant 1 an et demi, jusque dans les détails de leur conception technique,
Ma thèse, elle s'intéresse à la manière dont les pouvoirs publics répondent aux problèmes sociaux de la marginalité dans le canton de Vaud et analyse les politiques de régulation qui sont mises en œuvre. J'ai cherché à mieux comprendre comment les personnes qui souffrent de douleurs chroniques au dos recherchent des informations sur la santé, notamment sur Internet, et comment ça modifie la relation avec les professionnels de la santé. Je me suis intéressé au programme de mesure de l'activité physique dans l'assurance maladie. Donc c'est des programmes dans lesquels on peut mesurer par exemple le nombre de pas qu'on fait tous les jours pour essayer de diminuer sa prime d'assurance maladie. Et puis j'ai montré une série de failles et de problèmes en fait que ces technologies produisent ou reproduisent. Je cherchais à la fois à comprendre les logiques du choix d'engagement des femmes pour un service militaire en Suisse et quels sont un peu les mécanismes de reproduction sociale du genre au sein de l'institution militaire. Postdoctorante à l'université de Zurich, où je continue à travailler avec ces différentes sources de données, avec aussi mes connaissances en méthode que je peux maintenant bien sûr développer encore plus. J'ai un poste d'adjointe scientifique à la Haute École de Santé Vaud, qui est un CDI, donc je vais continuer à travailler dans la recherche en santé mentale, psychiatrie et addiction. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Volodalen. Ils sont un peu spécialistes du mouvement. Je m'occupe de toute la partie recherche pour justement regarder comment la personne bouge, soit en courant, soit en marchant. Dans le cadre d'un post-doctorat au King's College à Londres, on va commencer à s'intéresser à comment, à travers des approches sociologiques, on peut peut-être transformer ou améliorer la manière dont on produit ces technologies pour qu'elles causent moins de problèmes. Je conduis des projets de numérisation, actuellement dans un secteur très intéressant, le secteur pénitentiaire. Je voudrais travailler sur des supermarchés participatifs ici en Suisse, en France et en Allemagne. Un projet de recherche mené à l'université de Neuchâtel, à l'Institut de sociologie. Et maintenant, je travaille comme collaboratrice scientifique à la Haute École de Travail Social à Sierre et j'enseigne à la Haute École de Travail Social à Lausanne. Je vais commencer comme collaboratrice HES en septembre à la Haute École de Santé et Travail Social de Lausanne. Je travaille à la Haute École de Santé Vaud comme chargée de recherche et développement et comme chargée de cours à l'Université de Lausanne. Sont primés donc pour l'excellence de leur thèse. D'abord, en sciences du sport, Aurélien Pateau. Félicitations. Bastien Pressé. Félicitations. Dans la filière des sciences sociales, est primée, mais elle a déjà reçu son prix. Donc elle est là, avec la photo du prix décerné pendant le Dies Academicus, Lucille Frantz, qui a repris donc le prix de la Société académique vaudoise. Félicitations. Aurélie Linder, qui est malheureusement qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui a donc été primée pour sa thèse sur la santé mentale et ses transformations contemporaines. Est présente Julie Puy. Félicitations. Maud Réveillac. Félicitations. Léa Stifal. Félicitations. À l'Institut de psychologie, maintenant, est primée pour l'excellence de sa thèse Claudia Véron. Félicitations. Et en sciences politiques sont primés pour l'excellence de leur thèse Emmanuel David, qui est absente, une thèse sur
le travail artistique au Maroc. La photo a été prise pendant la soutenance de thèse. Et présente par contre Stéphanie Monet. Félicitations. Et Nicolas Paul. Félicitations. Et pour terminer donc cette série de remises de prix, quelques derniers souvenirs d'études. Quelques enseignements en particulier qui m'ont marqué. Dans un séminaire de bachelor, c'est apprendre à faire de l'ethnographie, ouais, ça c'est super. J'avais une fois eu l'opportunité d'animer une conférence d'un sociologue américain sur les vétérans de la guerre du Vietnam. C'est vraiment les entretiens, le fait que ce soit une leçon de vie, tous les témoignages. À chaque fois que je voyais que j'ai réussi mon examen de statistique, c'était, je pense, le plus grand soulagement parce que c'était clairement pas mon point fort. La soutenance publique de ma thèse où effectivement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'émotions. J'ai emménagé dans un garage et c'est là que j'ai posé le premier article de ma thèse. Pouvoir aller en Espagne, mener une enquête de terrain avec ces syndicats dans le métro de Madrid, une expérience inoubliable. L'ambiance qu'il y avait dans mon bureau, c'est un petit peu parfois d'aller faire des sessions de sport ensemble au bord du lac. Les échanges et les rencontres. Principalement en fait les amitiés que j'ai pu forger. Les moments de partage. On s'est entraidés tout au long de mon parcours. Certaines personnes que j'ai rencontrées pendant ces 2 années. Les pauses café avec les collègues, tous les échanges qu'on a pu avoir autant sur des sujets académiques que assez futiles. J'ai beaucoup de souvenirs justement de ces pratiques sportives avec tous les autres étudiants où c'était vraiment des bons moments à partager et on a vraiment pu créer des connexions fortes. L'ambiance du campus comme ça, au tout début, j'avais beaucoup aimé. L'emplacement du campus. La cafétéria d'Amphimax, la vue qu'il y a. Le centre sportif, en faisant sciences du sport, on se retrouve souvent là-bas. La présence de la nature, d'avoir la chance parfois d'apercevoir un petit écureuil qui traversait furtivement la route. Toute cette atmosphère, elle sera difficile à trouver ailleurs. Le Covid, je pense. Et le confinement. On avait eu un camp de ski de fond dans la vallée de Conches et en rentrant, on a appris que la semaine d'après, c'était terminé, qu'on restait à la maison. Et d'être seul devant son écran d'ordinateur. Tout le master semi-confiné et puis les cours, les examens en ligne. Le fait de ne pas avoir pu profiter de la vie universitaire. Mais malgré tout, on tissait des liens assez étonnants via nos caméras respectives. La frustration des fois quand ce qu'on essaye de faire, ça fonctionne pas. Les moments où les travaux qu'on mène sont rejetés ou sont critiqués pour différentes raisons. Le vrai challenge, c'était de pouvoir être au cours et être aux entraînements. Pour la préparation de la Coupe du Monde, oui, j'ai dû louper certains examens pour pouvoir y participer. C'était un rêve, donc ça me dérangeait pas trop de les louper. C'est un peu difficile pour certains sports comme le snowboard d'apprendre depuis zéro. Les examens oraux. J'étais trop stressée, donc je perdais tous mes moyens. La première fois que j'ai dû prendre la parole devant un auditoire de 200 étudiants, je n'avais pas dormi pendant 2 jours. Les longues heures le soir, la nuit, pour me préparer justement pour les examens. Le stress aussi au rendu du mémoire. Ma thèse, je l'ai effectuée à côté de mon travail à 80%, donc ça m'a pris plus de temps qu'une thèse normale, en guillemets, je l'ai faite en 9 ans. J'ai eu un peu l'impression à un moment de me trouver au pied de l'Everest. Il a fallu vraiment apprendre parfois de zéro des méthodes alors qu'on est déjà très investi par exemple dans d'autres tâches, donc c'est clair qu'il y a des moments où on est un peu down, mais voilà, il faut le faire. Félicitations encore. Et si vous avez envie de lire ces travaux, qui à mon avis le méritent, vous les trouverez en principe tous sur Serval, accessible en bon principe de Open Science à tout le monde. Donc vous pouvez aller regarder ces mémoires et ces thèses. On arrive donc à la fin de cette partie réjouissante de la remise des prix. Et j'ai l'immense plaisir maintenant de présenter notre conférencière, la professeure Anne Marcellini. Nous avons invité Anne à présenter ses travaux menés dans le cadre d'un programme FNS particulier.
Et c'était évidemment avant de savoir que Anne allait demander à bénéficier d'une retraite anticipée, je précise. Ce qui transforme finalement cette intervention d'ouverture des cours, en fait, en leçon d'adieu. Et franchement, c'est très triste. Mais je tiens quand même à dire quelques mots sur le parcours tout à fait impressionnant de Anne Marcellini et évidemment sur sa personne très attachante. Anne a commencé sa carrière en France comme professeure d'éducation physique adaptée dans le secteur de l'éducation spécialisée sport-handicap, avant de réaliser une thèse de doctorat en sociologie du sport, portant déjà sur les thématiques qui vont lui être chères pendant tout son parcours académique, sport, stigmates et intégration sociale des personnes handicapées. Contribution à l'étude des stratégies de déstigmatisation. On voit bien là son intérêt pour ce qui va à l'encontre du misérabilisme et du déterminisme. Elle est d'abord recrutée comme chercheuse à l'Institut national des sports, de l'entraînement et de la performance à Paris, avant de devenir maîtresse de conférences à l'Université de Montpellier. Après avoir soutenu son habilitation à diriger des recherches, elle devient professeure des universités, toujours à Montpellier, et elle accepte à ce moment-là un poste de vice-président délégué, donc de vice-recteur, en charge de la diversité et de l'équité dans cette même université. C'est plutôt à ce moment-là que Anne commence à investir quelque chose qui va marquer la suite de son parcours, la sociologie visuelle et filmique, et dont elle va s'illustrer par la suite. Pour notre plus grand bonheur, Anne rejoint l'Université de Lausanne en 2014 en tant que professeure associée en sociologie du sport et de l'activité physique adaptée. Elle rejoint l'ISUL, ouf, enfin une femme prof, et elle enseigne donc dans l'orientation du master en activité physique adaptée et santé, dont elle prend la responsabilité. Ces recherches s'inscrivent dans le centre Lives, et on le comprend aisément puisqu'elle s'intéresse au parcours et aux expériences sur le long cours de personnes ayant des déficiences ou des problèmes de santé handicapants, en particulier au regard de leur engagement sportif. Anne est impliquée dans un nombre phénoménal de collaborations scientifiques, notamment dans un réseau canadien de recherche sur les processus de production du handicap, la Fédération de recherche sur handicap et autonomie en France, et elle est également membre de la commission études et recherches de la Fédération française de sport adapté. En dépit de ses nombreux engagements et des recherches qu'elle a menées successivement, Anne a aussi accepté de s'engager institutionnellement à Lausanne, puisqu'elle a été vice-doyenne de notre faculté entre 2018 et 2021, et c'est là où j'ai eu le plaisir de collaborer avec elle. Elle est l'auteure d'un nombre très important d'articles de recherche. Elle a récemment co-dirigé avec Nicolas Bancel et Julie Cornaton un ouvrage chez Routledge intitulé « Being Disabled, Becoming a Champion ». Et l'invitation de ce soir nous donne l'occasion de découvrir quelques-uns, une toute petite partie, en fait, des résultats d'un projet de recherche FNS qu'elle a dirigé et qui s'est finalement construit en partenariat avec la radio-télévision suisse. Le projet s'intitule « Télévision publique, représentation collective et politique d'intégration, socio-histoire audiovisuelle des rapports à l'invalidité et au handicap en Suisse romande ». Et cette recherche donc porte sur les archives de la RTS sur la période qui va de 1950 à 2018. Anne a aussi bénéficié d'un financement de projet Agora à la suite de ce projet pour transformer en communication grand public une partie de ces résultats, et ce projet s'intitule « Sur les chemins de l'inclusion ». C'est donc en explorant les archives de la télévision suisse romande que Anne et son équipe
vont révéler les évolutions au fil du temps de la représentation filmique du handicap et de l'invalidité. C'est avec un très grand plaisir et avec un énorme intérêt que je vous demande donc d'accueillir pour cette conférence d'ouverture la professeure Anne Marcellini. Nous voilà bien. Ça marche? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on entend ce que je dis. Oui, on entend, il y a un peu de... Tout le monde m'a dit, tu vas voir, c'est hyper stressant. En effet. Donc, bon, bonsoir à toutes et à tous, donc. Et bon, merci beaucoup d'assister à ce rituel, donc l'ouverture de l'année académique. Je remercie beaucoup les collègues du décanat de cette invitation à ouvrir les cours pour cette année, qui une leçon d'adieu, ça fait un peu... C'est un peu étrange. Je n'avais pas anticipé cette présentation, mais bon, soit. Mais je suis très heureuse en fait d'avoir la possibilité de vous parler ce soir donc des travaux qu'on mène à l'Institut des sciences du mouvement et du sport, on dit maintenant, qui traitent de la question de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage courant, l'inclusion. Sur la fiche, on avait marqué ça comme titre au moment où on a parlé de l'organisation de cette conférence. C'est d'ailleurs un des enjeux donc, de cette conférence aussi que d'inscrire nos travaux dans les réflexions collectives de l'université qu'évoquait tout à l'heure la doyenne, en parlant donc des axes égalité, diversité et inclusion qui structurent donc les projets de l'université. Je vais donc profiter de cette occasion qui m'est offerte pour évoquer avec vous librement une recherche qu'on mène en effet depuis 2019. Je démarre mon chronomètre. Et au cours de laquelle le terme d'inclusion est revenu de façon répétitive, on peut dire. Alors, c'est une recherche dont l'objectif est au départ assez simple et je vais essayer de la présenter en quelques points. D'abord, un préambule qui sera assez long, en fait. Ensuite, le contexte de cette recherche, les questionnements qui ont structuré en fait, le début de ce travail et la volonté, disons, de s'engager dans un travail sur les images et sur les images de la télévision. Quelques réponses qu'on peut amener aujourd'hui. Et puis, une petite conclusion à propos de la question de la télévision, de la place de la télévision dans ce qu'on pourrait appeler les logiques de l'inclusion, pour faire un écho, disons, aux travaux d'Elias, qui a commencé sa carrière par un ouvrage qui s'appelait « Les logiques de l'exclusion » et qui, disons, fait écho à nos réflexions. Alors, pour commencer, je dirais que le préambule, je voudrais revenir sur l'affiche. Parce qu'en fait, quand on a fait cette affiche, qu'on a décidé de faire une affiche pour cette séquence, j'ai été en contact avec Oana Barsin qui m'a dit « envoie-moi une photo pour l'affiche ». Alors, des photos, évidemment, quand on travaille depuis 4 ans dans les archives de l'RTS, on en a beaucoup, beaucoup trop, disons. C'est une sorte de noyade dans les images, on a des tonnes d'images. Et je lui en ai envoyé 2. Je lui ai envoyé 2 montages photographiques. Et donc, j'en profite là pour la remercier d'avoir choisi celle-là, puisque je vais faire mon préambule avec. Donc, en fait, cette affiche, donc, elle est composée d'une sorte de petit montage. Il y a 9 images, 9 sont des photogrammes, 9 extractions photographiques de documents filmiques qui viennent donc de ce fonds d'archives de la télévision suisse romande. Et notre terrain de recherche, depuis 2019, c'est ce terrain. En tout cas, c'est comme ça qu'on appréhende ce fonds d'archives comme notre terrain de recherche. Si on regarde à 2 fois dans cette image, peut-être même 3, disons, fois, on peut se demander quel est le lien entre ces images fixes, qui sont sorties de leur contexte filmique, qui sont peut-être une illustration de ce dont je vais parler, peut-être une production originale de quelque chose.
peut-être on peut se demander dans quel but elles ont été associées, ces images. Est-ce qu'elles étaient déjà associées dans les archives ou pas? Bon. Ça m'a fait penser, quand j'ai fait ça, à un livre de Daniel Arrast sur l'art contemporain qui est intitulé « On n'y voit rien ». Et on regarde, mais on n'y voit rien. Et en effet, quand j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voyaient, ils voyaient des choses. Il y avait des gens qui reconnaissaient, qui reconnaissaient des objets, des personnes même, des lieux, etc. Ce qui fait qu'ils voyaient quelque chose, mais ils ne voyaient pas la même chose que les autres. Puis, enfin, personne ne voyait la même chose. En fait, il se trouve que ces 9 photogrammes, c'était déjà un petit morceau que j'avais extrait d'un autre montage, qui était un montage original que j'avais fait avec des extraits donc, de la RTS, composé, lui, de 24 photogrammes, celui qui est là, qu'on avait réalisé, en fait, dans l'équipe de recherche, pour soumettre une image au concours d'images scientifiques du FNS. Alors, on avait fait ça. On avait donc extrait des images, et puis on avait fait ce montage, quoi. Bon, on n'a pas eu le prix du concours de l'image scientifique du FNS, sûrement parce qu'on n'y voit pas grand-chose non plus dans les 24. En fait, au début, ça me semblait évident, évidemment, qu'on pouvait comprendre de quoi il s'agissait. Mais donc ensuite, je l'ai présenté à pas mal de gens qui ne voyaient pas grand-chose. En fait, de la première, là-haut, image à la dernière, à travers ces photogrammes, ces 24 photogrammes, on suit, ou disons nous, on pensait qu'on pouvait suivre, de 1965 à 2020, la mise en scène télévisuelle répétée d'un enfant, un enfant de Sambranché, petit village du Valais, Gérald, devenu donc personnage public au travers de ces multiples configurations télévisuelles. Ce montage photographique forme une sorte de récit de vie photographique, c'est comme ça qu'on l'avait pensé, qui présentait ce Gérald, qui s'appelle Gérald Métro, au travers d'images télévisuelles de lui qui avaient été tournées en fait durant 55 années et qui montraient comment, en fait, pour nous, ça montrait comment la télévision pouvait faire apparaître, vivre, grandir, puis vieillir une sorte de double télévisuel d'un personnage local qui devenait progressivement un personnage presque familier, puisqu'on retrouvait, un peu vieilli, mais pas trop, au fur et à mesure, et qui pouvait devenir ce que mon collègue donc Alain Giamy proposait donc déjà dans les années 80 et s'intéressait à ça, une des figures du handicap, en l'occurrence une figure locale du handicap. Locale au sens une figure du Valais, comme on dit. Alors, on pouvait ici toucher un peu du doigt le fait que la question de l'évolution des discours télévisés sur le handicap, c'était notre objet au début, sur les personnes désignées comme handicapées, on va dire, pouvait se matérialiser au travers d'un certain nombre de personnages qui étaient rappelés régulièrement en fait par la RTS pour incarner des positions, des situations, etc. Et pour incarner aussi des relations entre des groupes sociaux, des relations qui pouvaient être légitimées, stabilisées, ou des relations qui pouvaient être questionnées, des débats, des controverses autour de la question du handicap, etc. Et qui étaient inscrites dans des rapports de force, et ça nous intéressait beaucoup, des rapports de force dynamiques, qui se transformaient peut-être au cours du temps, et puis qui se déplaçaient, qui se modifiaient, etc., depuis les années 50, avec une hypothèse de départ sur, évidemment, la transformation des systèmes de représentation du handicap et des personnes handicapées. En fait, quand on a continué à travailler dans ce sens, on s'est aperçu que dans les archives, on avait un matériau, les archives de la télévision, un matériau à la fois très stable, voire très répétitif, comme la télévision sait le faire, et dans le même temps qui contenait en fait à chaque fois des petites transformations, toutes les petites transformations progressives des rapports sociaux au handicap. Dans ce matériau, en fait, on essayait à chaque fois qu'on choisissait des documents, on cherchait à voir les relations entre des groupes sociaux, à identifier donc les contours que la télévision traçait pour en fait délimiter cette catégorie de population que l'on appelait couramment les handicapés, qu'on appelle d'ailleurs toujours les handicapés, même si les terminologies peuvent se modifier petit à petit.
ces derniers, les handicapés, appelant les autres, donc, les valides. C'est la terminologie utilisée classiquement dans les discours. Cette télévision, donc, elle parlait aussi en images en premier lieu, c'est ce qui nous intéressait au début le plus. Niki l'a dit, c'était les images en fait qu'on avait en tête, mais elle parlait aussi beaucoup. Il y a beaucoup de textes, hein. Et elle faisait parler aussi les différents protagonistes de ces débats, de ces controverses qui étaient mises en scène. Elle les faisait parler eux, et chaque fois qu'elle faisait parler eux, c'était avec d'autres, nous, comme dirait Elias. Enfin, en tout cas, il y avait une construction permanente du eux et du nous dans ces documents. Donc cette télévision, en fait, elle rendait un peu tangible notre rapport collectif aux différences, c'était comme ça qu'on l'appréhendait, notre façon de vivre collectivement avec nos différences, de les nommer, de les construire et de les déconstruire aussi parfois. Alors, pour finir ce petit préambule, c'est qu'on pourrait dire, avec Gérald Métro, que la télévision travaille beaucoup sur la mise en scène aussi de nos différences corporelles. Mais pas que. Mais je dirais que quand on s'intéresse à la question du handicap et de ce qui est dit à ce sujet dans les archives de la RTS, ça nous renvoie très souvent à des questions qui ont à voir avec les différences corporelles, notre rapport aux différences corporelles et notre rapport aux différences de capacité. Je reviendrai sur ce terme. La télévision, en fait, se fait le miroir ou au mieux, peut-être le multiplicateur, ou des fois on a l'impression aussi l'agitateur d'un certain nombre de débats, en partant donc d'un certain nombre de discours qui sont diffusés, proposés, débats qui sont diffusés par différentes forces sociales à propos de la participation sociale ou de, entre guillemets, l'inclusion. Donc elle active à chaque fois, elle réactive même souvent, sur les plateaux, dans les émissions de plateau en particulier, comme c'est le cas ici, des débats, des controverses de chaque époque. Donc on peut avoir accès justement à la façon dont les débats se posaient à différentes périodes. Et ici, en l'occurrence, il s'agit donc d'évoquer une controverse à propos de ce qui est montrable ou non dans l'espace public ou à la télévision. Question donc qui est cristallisée en 2001 autour de la campagne d'affichage de Pro Infirmis qui était intitulée donc « Comme vous, nous vivons notre vie ». Et cette campagne d'affichage a été considérée comme choquante par une partie du public. Et en fait, en 2012, donc plus de 10 ans après, la télévision donc réactive cette question à l'occasion donc d'une invitation sur un plateau donc de Gérald Métro. Et la journaliste, donc Marion Falliou, lui redemande, alors qu'il est invité pour parler des Jeux paralympiques, parce qu'il est devenu entre-temps sportif paralympique, on lui demande, mais en fait, pourquoi avez-vous participé à cette campagne choquante ? Ainsi, la mise en scène visuelle, qui a été conçue donc par Pro Infirmis en 2001, a effectivement relevé d'une sorte de transgression du convenable, en tout cas que les débats télévisuels confirment comme tel, comme une transgression du convenable, ou plutôt, si on suit les façons de le dire de Canguilhem, par exemple, d'une transgression de la norme sociale en vigueur, puisqu'il envisage, donc, ou il définit dans son ouvrage sur le normal et pathologique, il parle de l'ordre des apparences et de l'ordre du préférable, en disant une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai dit tous les ans à mes étudiants, donc je peux vous la redire à vous aussi. Toute préférence d'un ordre possible s'accompagne le plus souvent implicitement d'une aversion pour l'ordre inverse possible. Ainsi, le différent du préférable, le préférable étant donc la logique normative, le différent du préférable, dans un domaine d'évaluation donné, n'est pas l'indifférent, mais bien le repoussant, ou plus exactement, le repoussé, le détestable. Ainsi, dans cette télévision, on va pouvoir identifier ces agitations, ces discussions, ces controverses, ces désaccords sur les normes qui sont provoqués donc, par des débats qui sont eux-mêmes, proposés par différentes forces sociales qui sont actives à différentes périodes. Pardon. Donc, comment on a travaillé ? Dans quel contexte on a travaillé ? D'abord, comme tous les programmes de recherche, comme l'a dit Niki très bien tout à l'heure, on a travaillé en équipe,
On était nombreux autour de ce projet. Et j'ai marqué sur quelques noms des jeunes chercheurs en particulier, qui sont intervenus aux différentes étapes de la recherche. Justine Chaïd-Deguer, qui est doctorante, Alexandra Tillman, qui est chercheur senior, Laurent Paco et Robin Guyot, et Clara Berner, qui ont été assistants diplômés, et aussi des mémorants qui sont venus travailler sur des petits morceaux de corpus de ce fonds de la RTS, en particulier des mémorants de sciences du sport. Et je dois aussi rappeler que Jérôme Berthoud a travaillé au montage de ce projet FNS grâce au dispositif de soutien à la recherche de la faculté. C'est important. Et je dois aussi dire que je dois la réalisation de ce projet, disons, FNS à Astrid Ruffa, qui a corrigé beaucoup la façon dont nous avions présenté le dossier au FNS, de manière à ce qu'il devienne présentable, on va dire, pour ne pas dire convenable, disons présentable, et recevable surtout par le FNS. Ce qui fait que je pense aussi, à la suite de cette mise en forme, aux collègues qui ont directement impacté la réalisation de ce projet, en particulier René Knussel, qui est à la retraite comme moi bientôt, et François Vallotton, qui est notre collègue de la faculté des lettres et qui a beaucoup travaillé sur la télévision en tant qu'historien. Si j'insiste sur ce point, c'est pour éclairer rapidement ma position à propos, en tant que sociologue, qui penche beaucoup, et de plus en plus, avec l'âge peut-être, du côté de celle de Howard Baker. Howard Baker était, disons, on peut dire assez intéressé par les questions sociologiques autour de la question des interdépendances. Et il travaillait dans une perspective interactionniste, mais il était toujours très attaché à la question des interdépendances, qui est très important dans le domaine de la sociologie du handicap. C'est un des aspects qui me relie à lui, sa façon de raisonner, disons. Et je pense que ces problématiques de recherche sont toujours des questions donc, qui sont articulées autour de cette notion d'interdépendance, et les miennes également. Ce qui me relie aussi à Baker, c'est qu'il a toujours affirmé son intérêt pour la diversité des supports à considérer pour faire de la sociologie. Il s'intéressait à peu près à tout, et à la fois pour faire la sociologie, et à la fois pour transmettre les analyses sociologiques à un large public. Ce qui fait donc que notre approche de ce fonds d'archives a été fortement marquée par cette influence, on peut dire. On ne le considère pas vraiment comme une source au sens historique du terme, ce n'est pas tellement l'enjeu, c'est plutôt un terrain de recherche dans lequel on entre, on va dire, et qu'on essaye d'analyser, plutôt un terrain au sens ethnographique. Alors, je vais aller rapidement sur la question de l'utilisation des images, pour dire simplement que dans ce domaine-là, effectivement, on distingue, les collègues qui travaillent sur ça distinguent la sociologie de l'image et la sociologie par l'image, pour dire finalement que traditionnellement, la sociologie de l'image, c'est tous les gens qui font l'analyse des images, puis sociologie par l'image, c'est les gens qui voudraient rentrer dans l'appropriation des techniques de production d'images pour produire du savoir sociologique et ensuite pour le diffuser. Bon, je peux dire que, en ce qui concerne les gens qui travaillent sur le corps et sur le sport, comme les collègues donc, des sciences du sport, évidemment, en nous intéressant à une sociologie du corps, des différences corporelles, une sociologie des techniques du corps, la question des images et des images animées, c'est vraiment central pour nous. Et donc, notre travail se situe à l'articulation de la sociologie du handicap, du corps, de la télévision, et d'une sociologie donc, de l'image, en l'occurrence. Et ce sera aussi l'occasion, après, de tenter, donc je dirais tout à la fin, on a tenté aussi, à la suite de ça, une sociologie par l'image, en réalisant donc, des productions filmiques à partir de ce fonds d'archives. Alors, quelles questions on avait? Je regarde l'heure, c'est 17 minutes, j'ai encore un peu le temps. Alors, qu'est-ce que les archives de la télévision peuvent nous apprendre sur les processus de formation et de transformation des rapports sociaux entre guillemets, handicapés et, entre guillemets, valides, et sur les définitions de ces catégories sociales? Ça, c'était un peu la formulation qu'on avait
élaborés sur lesquels on s'était mis d'accord. Pour le dire plus simplement, on peut dire quand et comment la télévision parle-t-elle des handicapés, entre guillemets, et ça suffit comme formulation. J'avais prévu de dire qu'il y avait une autre question subsidiaire très importante pour vous, les auditeurs, c'est celle qui consiste à se demander pourquoi c'est des gens des sciences du sport qui s'occupent de cette affaire. Mais comme Niki l'a déjà donné la réponse, elle a dit Anne s'occupe des activités physiques adaptées et de la santé, à l'issue, c'est vrai. Et on va voir que cette question donc, du développement des activités physiques adaptées et de la santé, et en particulier des activités physiques adaptées à destination ou auto-organisées par des personnes donc, qui vivent avec des incapacités diverses et variées, est un point central pour nous. Alors, juste quelques points de repère sur qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds d'archives, parce que c'est un peu énigmatique, on se dit le fonds d'archives de la RTS, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, il a été numérisé, je reviens sur le rapport avec le soutien de François Vallotton. En fait, les historiens qui ont beaucoup travaillé sur ce fonds ont travaillé aussi à la dynamique de numérisation de ce fonds et de la mise à disposition de tous les chercheurs de ce fonds. Chacun d'entre nous, en tant que chercheur, peut avoir accès, dans une collaboration avec les RTS, à l'ensemble de ce fonds, qui est énorme. Si on ne retient que les archives audiovisuelles, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui concerne les archives audio, la radio, c'est vraiment énorme comme fonds également, si on regarde donc que les documents audiovisuels, il y a à peu près presque 500 000 documents audiovisuels. Le chiffre change parce qu'ils en rajoutent, ils numérisent, le processus de numérisation n'est pas entièrement terminé, et d'archivage non plus, donc le chiffre augmente. Et là, quand je dis presque 500 000, c'est si on met les bornes à 1954 à 2018, ce qui était notre entrée. Et puis, si on met un descripteur simple, on peut dire le plus simple qu'on a fait en premier lieu, on a mis le descripteur handicap, qui fait un tri donc, dans la base de données, puisque chaque archive a été évidemment décrite avec des mots-clés. On arrive à 3435 documents encore sélectionnés par le mot-clé handicap. Vous allez me dire, ça ne fait pas beaucoup, 3435 sur 494. 1000. Bon, enfin, dès le début, les collègues de la RTS nous ont dit, ce n'est pas la peine de compter. Hein, ne rentrez pas dans des approches quantitatives, parce que le fond est totalement chaotique. Il manque des choses, on ne sait pas pourquoi, des endroits, tout a été jeté, des endroits, ça a été maintenu, gardé, on ne sait pas pourquoi, ça dépendait de quel directeur décidait de quoi. Donc, la comptabilité, l'exploitation quantitative des rapports, comme ça, est un peu douteuse. Donc, on peut en rester là simplement en disant qu'on avait 3435 documents sur lesquels on pouvait travailler, et à travers desquels, quand on mettait handicap, on pouvait identifier les collections, ce qui s'appelle les collections dans ce fonds, c'est-à-dire les séries d'émissions et leur contexte de production, puisqu'il y a beaucoup d'informations autour de ça. Et ensuite, donc, on pouvait se lancer dans des analyses de documents pour essayer de voir, au sens visuel du terme, et de décrire donc, les différents rapports sociaux entre guillemets, la catégorie désignée comme handicapée et la catégorie désignée comme valide, donc qui était contenue dans cette matière. C'est un peu ça qu'on a fait. Et puis, comme vous le voyez sur cette image, on utilisait de temps en temps, de manière plus ou moins systématique, ce journal donc, de la télévision, le Radio-TV Je vois tout, qui non seulement présente les programmes de la télévision, tout ce qui est diffusé, quoi, le programme de diffusion, mais également un certain nombre d'articles qui peuvent être intéressants à compulser. Et donc ici, vous voyez qu'en 1961, il y avait à la page sport du Radio-TV Je vois tout, une information disant « Nouveau sport adapté aux handicapés, le roll-ball ». Remarquez la joie et les sourires de ceux qui se livrent envers et contre tout à ce jeu passionnant. Bon, on y reviendra. Alors, considérant donc ces archives comme une sorte de terrain ethnographique, on rentrait dans chaque histoire, dans chaque émission, en se disant quelles sont les situations qui sont présentées, quels sont les personnages qui sont là, quel rôle on leur fait jouer, etc. Et on travaille toujours dans une, disons, dans une référence au handicap qui renvoie donc
au processus de production du handicap, qui considère le handicap comme quelque chose de complètement situationnel. Donc on parle de situation de handicap pour parler de situation de désavantage social, en fait, dans une configuration. Et on essayait donc de trouver comment, à cette condition, entre guillemets, handicapée, comme le disait Henri-Jacques Sticker, comment cette condition handicapée était mise en scène à la télévision, à différentes périodes. Alors, bon, quelques réponses. Je vais essayer de faire émerger donc différentes configurations télévisuelles du handicap, telles qu'on peut les présenter aujourd'hui, même si chacun des chercheurs est rentré avec beaucoup de détails dans des corpus délimités et qu'on aura des éléments de détail à articuler plus tard. On pourrait dire qu'on peut, enfin, disons, j'essaye aujourd'hui d'articuler donc une présentation de la présence d'une configuration religieuse, et je dirais philosophico-religieuse du handicap, telle qu'elle est mise en scène, des configurations médicales, bien sûr, du handicap, des configurations que j'appelle caritatives, d'autres sportives, d'autres politiques du handicap. Dans ces différentes... Ces configurations, en fait, que j'appelle donc en référence à Éric Massé, donc qui parle des configurations médiatiques de la réalité, ces 5 configurations, elles ne se succèdent pas vraiment, en fait. Au début, j'ai une hypothèse assez simpliste sur la succession des configurations et même, disons, la dynamique chronologique dans la transformation des systèmes de représentation télévisuelle. Les étudiants, les doctorants, etc., vont travailler sur différents éléments. En fait, pour montrer que ces configurations ne succèdent pas vraiment au sens strict, elles cohabitent durant ces 7 décennies qu'on a sous la main, entre guillemets, elles cohabitent de manière plus ou moins contradictoire, plus ou moins contradictoire. Un certain nombre sont d'ailleurs assez articulées entre elles, et elles permettent donc une vision un peu large des divers regards et des différentes forces sociales qui sont en jeu quand on parle de handicap dans cette télévision suisse romande. Alors, la première que je pourrais évoquer rapidement, c'est la configuration religieuse ou philosophico-religieuse qu'on trouve dans différents types d'émissions, dans les émissions religieuses certes, mais aussi dans des émissions d'information ou des magazines d'information. C'est une configuration dans laquelle on voit apparaître des figures de l'Église, des églises, donc le curé, les religieuses, mais aussi des mouvements de jeunesse qui sont affiliés à l'Église, les scouts par exemple, et un certain nombre d'activités autour des églises. Du côté donc de l'Église réformée, il y a aussi les pasteurs, les centres protestants qui sont très présents par rapport à l'accueil et à la question du travail. Il y a aussi la présence donc, des dynamiques anthroposophes, des groupes anthroposophes, dans des articulations assez répétées avec l'idée du village agricole. Du village agricole qui devient en fait un lieu d'accueil, principalement donc, pour les personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles. Et il y a aussi, bien sûr, toute l'association entre la question de l'Église et des institutions spécialisées dans lesquelles il faut réaliser un enseignement religieux, une catéchèse. Et donc il y a des prêtres qui développent donc une catéchèse spécialisée pour les enfants, donc des limitations intellectuelles. Il y a des figures aussi de l'hospice. Mais les figures de l'hospice et des lieux d'accueil religieux sont plutôt renvoyées à d'autres espaces qu'à l'espace directement de la Suisse et qui renvoient donc à des émissions qui font des reportages sur l'étranger. Cette image, c'est une image du centenaire de Lourdes. Et on peut dire, bon, ça c'est vraiment daté, quoi, hein, des dizaines, des centaines hein, de personnes paralysées ou assises, en tout cas, qui sont en attente de la bénédiction. Bon, évidemment, quand je dis que ça ne se succède pas au niveau chronologique, ça veut dire que cette imagerie, elle reste, puis elle continue. Puis en 2014, on a presque les mêmes images, en fait.
à la différence près qu'on peut remarquer que les personnes qui sont concernées par sont plus âgées. Bon. Mais en tout cas, la forme de la mise en scène donc, de cette figure, on va dire, de l'incapacité dans le rapport au religieux et l'idée de la guérison miraculeuse, ou de la visite à Lourdes et du lien avec la guérison miraculeuse, est maintenue assez régulièrement. Les configurations médicales et réadaptatives, elles sont très présentes, à la fois dans les émissions médicales, mais aussi dans les émissions sportives ou dans les émissions d'actualité. Et en fait, dès le début, il y a des controverses assez intéressantes dans les configurations médicales à propos du spectacle de la présentation des cas. Vous savez que pendant longtemps, en psychiatrie, on faisait des présentations de cas, et puis à un moment donné, c'est devenu un peu incorrect, au sens éthique du terme. On a arrêté de les faire, mais là, on trouve dans les commentaires du Radio-TV Je vois tout, on voit un certain nombre de discussions à propos de ce journaliste, donc, qui est une figure incontournable en fait, des discours télévisuels sur le handicap dans les années 60, qui est attaqué par rapport au spectacle qu'il met en scène. Évidemment, on pense tout de suite à Gérald Métro, en 2011, avec son affiche avec Pro Infirmis. Mais on lui reproche, en quelque sorte, de présenter un spectacle irrecevable à la télévision. Donc il y a une controverse autour du spectacle, mais en même temps, toutes ces émissions que j'ai rangées dans cette catégorie configuration médicale et réadaptative, c'est des émissions qui regroupent les personnes considérées comme handicapées pour une réparation, un entraînement éventuellement, un appareillage, une réadaptation. Donc il y a des personnages récurrents là-dedans. On parle souvent de l'innovation, c'est beaucoup d'émissions où on parle de l'innovation. Innovation des centres de réadaptation, l'innovation technologique, l'innovation professionnelle, les nouveaux métiers, les kinésithérapeutes, les cinésithérapeutes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les infirmières, etc. Et en fait, l'enjeu, c'est toujours de créer les conditions pour mettre en évidence l'innovation donc, institutionnelle ou technologique, et en même temps la volonté, voire l'exploit que représente donc, la réussite de cette réadaptation pour les personnes donc, touchées par des déficiences ou des limitations de capacité. C'est une forme qu'on retrouvera, on la retrouve longtemps, aujourd'hui encore, puisqu'il y a beaucoup d'émissions qui mettent en scène donc, des technologies, les nouvelles technologies de la réparation du handicap, de manière très importante. Et Franco Panizzi, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi tant de promesses ?», reconnaîtra ce genre de mise en scène télévisuelle, en tout cas, qui joue vraiment sur la propagande de cette affaire, de la réparation. Puis il y a des configurations caritatives, j'ai séparé un peu parce que, en fait, les configurations caritatives, je trouvais qu'elles étaient un peu particulières. Hein. C'est des configurations dans lesquelles le groupe dit valide est appelé donc à adopter la posture du bienfaiteur. Et puis, les personnes donc, dont on dit qu'elles sont handicapées sont appelées donc à adopter la posture de la personne ou des personnes dans le besoin d'aide. Donc cette articulation est systématique, elle revient assez fréquemment. En fait, ça fait comme une logique de répétition dans cette configuration. On regroupe les personnes désignées comme handicapées. Il y a une dramatisation un peu de leur situation, une spectacularisation un peu de la situation pour un compatir qui déclenche donc le désir de donner, d'aider, etc. Ça se fait autour du don d'argent, au sens classique du terme, mais pas que. Il y a aussi des éléments qu'on a retrouvés autour d'une sorte de sollicitation de ce type-là pour offrir des postes de travail. Alors il y a des gens qui sont dans des situations où ils n'ont pas d'emploi. La discrimination à l'embauche, c'est une thématique qui va revenir de manière régulière, mais il y a des émissions qui créent les conditions d'une sorte de don de poste. Voilà. Il y a des bienfaiteurs, des entrepreneurs bienfaiteurs qui viennent pour donner des postes de travail.
Donc c'est une situation un peu particulière. En tout cas, les personnes handicapées, dites handicapées, sont mises en scène dans ce genre d'émission pour parler de leur situation ou pour démontrer les difficultés de leur situation, ce qui participe d'une manière générale à la dramatisation du propos. Et il y a des configurations aussi sportives. J'accélère parce que je vois que le temps passe. Les configurations sportives qui nous intéressent évidemment plus particulièrement en sciences du sport, mais en même temps elles nous intéressent dans leurs articulations avec les autres. Il s'agit très souvent, non pas seulement de regrouper les personnes, mais de montrer que les personnes se regroupent elles-mêmes, ce qui est une autre affaire. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes sont mises en scène, on leur donne la parole, on leur demande finalement ce qu'ils font, et donc ils sont mis en scène dans une dynamique où ils affirment choisir leur sport, s'adapter, s'entraider, s'entraîner, performer, se classer, etc., gagner. Bon. Toute la configuration sportive se met en place, mais il y a des controverses aussi très vite. Dès le début, en fait. Ces émissions sportives, elles commencent dès le début. Tout de suite, il y a des configurations sportives qui apparaissent dans le fond. Le premier, c'est 58, je crois. En fait, il y a aussi évidemment des figures particulières. Les médecins, les physiothérapeutes, les maîtres de sport. Il y a des sportifs. Il y a différents types de sportifs qui sont mis en scène. Des skieurs, les skieuses unijambistes en particulier sont très souvent mis en scène dans les années 60, 70 et 80. Des sportifs aveugles aussi, des sportifs en fauteuil roulant, des personnes de petite taille. Et la mise en scène des événements sportifs, en particulier la compétition paralympique, évidemment, donnera l'occasion de multiples mises en scène télévisuelles. En fait, dans ces émissions, dans cette configuration sportive, on voit qu'il y a une volonté de mettre en scène donc, ces personnes de manière active. On les nomme personnellement, on donne leur nom, leur prénom, on les fait parler, on les questionne, on leur demande d'expliquer, ils donnent des informations, ils rétorquent aux journalistes, etc. Donc il y a une sorte de mise en situation très active de ces personnages sportifs. Là, je passe très rapidement donc pour dire que les hommes, comme les femmes d'ailleurs, sont mis en scène dans ces configurations sportives, ce qui est tout à fait remarquable, en particulier dans les années 60-70. Alors, je vais appuyer sur un bouton qui normalement doit déclencher automatiquement une petite séquence vidéo, parce que je me suis dit, si je montre aucune vidéo, ça ne va pas passer du tout. Alors j'en fait un tout petit montage qui fait 2 minutes à peu près. Et normalement, Oana m'a dit, si tu appuies sur le bouton, ça part tout seul. C'est une vidéo qui n'a pas de son. Souvent dans les archives, en fait, il y a des documents qui n'ont pas de bande-son. La bande-son a été perdue. Mais pas entièrement. Ouais. Pour terminer et pour bouger, on organise une course relais sur des petits chariots. On lance le fil. Oui, c'est bon, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon ça. Ouais, vas-y. Les aveugles ou les déficients de la vue voient leur insertion sociale conditionnée par leur bonne adaptation à la vie normale. Comme pour tout individu, mais à un plus haut degré encore, la pratique du sport est l'un des facteurs pouvant le plus contribuer au développement physique et à la libération des complexes. Est-ce que la publicité est importante pour vous ou au contraire néfaste? C'est le gros problème des invalides en général et peut-être pour le sport des handicapés en particulier. Il faut que la publicité soit bien conduite.
Je pense qu'il ne faut pas faire d'exercices pratiqués par des handicapés, des numéros de cirque, ça serait tout faux. Il faut en faire quelque chose de normal, quelque chose qu'on peut voir tous les jours, ou du moins dans des endroits où se trouvent des handicapés. C'est ça l'essentiel finalement, et je crois que si l'on veut réintégrer l'handicapé dans la société, comme on en parle beaucoup actuellement, eh bien c'est la meilleure manière de le faire. Le faire peut-être à plusieurs reprises, dans des petites séquences, d'une manière ou d'une autre, le répéter, mais enfin le faire sans trop de fracas. Voilà, sans trop de fracas. C'était donc une position assez, je reviens sur le document juste avant, assez importante à propos du spectacle sportif, puisque en fait, les questions qui sont posées et très souvent qui sont amenées par les journalistes, c'est de dire, chaque fois qu'un sportif démontre quelque chose, mais finalement vous êtes des phénomènes. Et cette association de ce terme phénomène à la question du phénomène de foire est directe chez les personnes. Donc il y a une attention très, très particulière dans tous les groupes sportifs à évoquer la possibilité de la mise en scène de leurs pratiques sportives dans les années 60-70 sans trop de fracas. Je terminerai par les configurations politiques, parce que finalement, c'est progressivement ce qui advient, c'est qu'il y a de plus en plus d'émissions dans lesquelles on voit apparaître des controverses autour de la façon donc, de gérer collectivement, politiquement, la place des personnes dont on dit qu'elles sont handicapées. Au début, on évalue, on éduque, on veut séparer, ségréguer pour mieux éduquer, puis ensuite intégrer, comme le dit Daniel Beau, qui était un des responsables, donc, qui évoquait tout à l'heure, c'est qui est un responsable de l'association suisse donc, du sport pour les invalides. Intégrer, ça a duré très longtemps, cette terminologie de l'intégration. Puis on dit aujourd'hui inclure. Et cette question de l'évaluation revient toujours. Évaluer les capacités. Évaluer qui est capable de s'intégrer, par exemple. Donc il y a des intégrables et des non intégrables. Former, remettre au travail, et il y a énormément de débats autour des modes de fonctionnement de l'AI et du rapport entre la question de la formation professionnelle, les désirs des personnes et de la remise au travail pour des raisons économiques dans les conflits entre l'AI et les personnes. Et donc progressivement apparaissent donc d'autres sortes de mises en scène dans lesquelles on voit que là aussi, sous une forme très active, les personnes vont se regrouper pour revendiquer, c'est encore une autre affaire, dans une dynamique de politisation donc de leur présence médiatique, et pour déclencher en fait des transformations sociales et politiques qui sont associées donc à des engagements. Je terminerai sur ça parce que c'est bientôt l'heure de la verrée, et je dirais qu'en fait, dans les dernières années, on voit apparaître des sortes de séquences dans lesquelles il y a une conjugaison, disons au niveau des configurations, une conjugaison des logiques de l'inclusion. Une conjugaison dans le sens où on commence à voir des personnes donc, qui sont désignées comme handicapées, qui se revendiquent comme porte-parole des associations de personnes handicapées, faire des associations ou des alliances avec d'autres mouvements de lutte pour l'inclusion. Donc, on commence à dire, mais le féminisme, la lutte contre le racisme et la lutte contre le capacitisme, c'est la même chose. Donc, il commence à y avoir une dynamique de convergence des luttes, comme disent les gauchistes. C'est Roland Gori, je crois, qui a popularisé cette formulation. La condition féminine, la condition ouvrière, la condition noire, la condition handicapée, dit Henri-Jacques Sticker. Tout ça, donc, rentre dans la dynamique donc, des logiques de l'inclusion. Une université inclusive, une télévision inclusive, oui, une société inclusive. Très bien. Donc, les logiques de l'inclusion, en fait, tout ça renvoie à la recherche, à une sorte d'agitation collective autour de la réflexion sur la mise en place d'un nouvel ordre normatif, une nouvelle vision de la différence, ou des rapports aux différences. Une nouvelle place pour la question des différences. Alors nous, on s'est retrouvés avec un certain nombre de ces éléments de réflexion et on a eu la chance donc, de pouvoir monter un projet Agora donc, sur les chemins de l'inclusion, dans lequel donc, on a
développé un travail collaboratif avec des associations de personnes handicapées pour produire donc des documents filmiques à partir de ces archives et en collaboration avec ces associations. Donc je terminerai sur ça en vous disant que vous verrez en haut donc, que c'est des images des ateliers qu'on a montés. Vous noterez mon addiction au montage photographique. C'est une soirée donc, de lancement qu'on va faire du programme Agora, qui s'appelle donc Sur les chemins de l'inclusion. Je m'arrête sur ça. Ce sera le 2 novembre 2023 à la Grange de Dorigny. Et je vous invite à venir assister à cette séance où on présentera à la fois une plateforme numérique dans laquelle il y a des séquences vidéo et différents types de documents qui sont mis à disposition, y compris les archives de la RTS, et un film documentaire qu'on a réalisé à partir de ce travail. Voilà, je vous remercie. C'est fait. Merci beaucoup, Anne. On se réjouit d'assister à cette soirée. Et effectivement, c'est l'heure de l'avéré. Merci beaucoup de votre présence et de votre attention. Très belle rentrée académique. Et je vous invite donc à nous retrouver autour d'un verre de l'amitié pour marquer cette occasion. Merci et bonne fin de soirée.